Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter, par exemple. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil ? Bonjour et bienvenue dans l'Inattendu, l'émission qui décrypte l'actualité contemporaine grâce aux archives de la télévision. Alors dans quelques minutes, nous allons parler de l'héritage olympique et nous nous intéresserons également à la politique avec le vote des jeunes. Mais d'abord, notre traditionnelle revue de presse avec Géraldine Cornet-Lavaux et Camille Doxer, journalistes à la rédaction de l'INA. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Camille, vous avez choisi de revenir sur les trahisons au Rassemblement national. Oui, absolument. Les trahisons, les désertions, ceux qui, à quelques mois, quelques semaines de l'échéance présidentielle, quittent Marine Le Pen pour Éric Zemmour. Eh bien, la famille d'extrême droite s'est déjà déchirée. C'était en 1998. C'était la guerre entre Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, et son numéro 2, Bruno Maigret, qui voulait devenir numéro 1. Et c'est l'implosion. Jean-Marie Le Pen a annoncé qu'il avait suspendu de leur qualité d'adhérent Bruno Maigret et 4 de ses proches. La querelle des chefs entraîne aujourd'hui une implosion au Front National. Le président du Front National appelle tous les militants à rejoindre son camp. Par l'intermédiaire de vos journaux, radios et télévisions, je dis pourtant aux femmes et aux hommes du Front National, n'ayez pas de peine. Il faut relativiser l'importance de cette mutinerie face à la quasi-totalité de mes lieutenants restés dans la voie de la fidélité et du dévouement à la cause nationale. Je ne vous ai jamais menti, jamais abandonné, jamais trahi. Je suis un homme non d'extrême droite, mais d'extrême droiture. Confirmez-moi votre confiance. Confirmez-moi votre confiance. Il était question pour Jean-Marie Le Pen de faire face à cette mutinerie du félon Maigret, comme il l'appelait. Une mutinerie que Jean-Marie Le Pen avait d'ailleurs qualifiée de poupouche. C'est mignon. Tout autre chose, Géraldine, un sujet un petit peu moins grave, peut-être un peu plus léger, la disparition des bistrots parisiens. C'est grave. C'est pas léger du tout, c'est très grave, Nathanaël, c'est même inquiétant. Vous connaissez mon amour pour les bistrots et selon une étude de la Chambre de commerce, le nombre de cafés dans la capitale et sa petite couronne a chuté de 40% en 20 ans. Alors, la disparition des bars, de la tradition du café ou du jambon beurre accoudé au zinc, eh ben, c'est pas une inquiétude qui est récente. Déjà, en 1975, des habitués d'un bistrot de Belleville témoignaient. Les gens aiment bien parler, n'est-ce pas? Et il se produit une chose, c'est qu'un type à 5 minutes de retard, il hésite à rentrer chez lui. Parce que la soupe à la grimace l'attend. Alors qu'il y a une femme qui lui fait la gueule, n'est-ce pas? Eh bien, le type fuit cette atmosphère-là, et où va-t-il? Vient au bistrot. Là, il s'y sent mieux que chez lui. Moi, tous les soirs, je viens ici dans le café de Madame Marcel avec une dame, donner à manger aux chats, là. Vous aimez les bêtes? Oh, bah si je les aime. Inutile de vous le dire pour venir leur donner à manger. Puis alors, s'ils m'attendent, hein. Puis alors, on est content de venir chez Marcel, causer un petit peu, puis on prend notre ditellement. Oui. Et les bistrots typiques, enfin, comme celui-ci, Simon, chez Weber, peu à peu vont disparaître et remplacer. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que les bistrots traditionnels sont démolis, non seulement démolis, mais on les modernise en les transformant en pubs anglais. Alors, ce ne sont plus des bistrots parisiens, ce sont des pubs. Alors voilà, des bistrots remplacés par des pubs en 1975. Aujourd'hui, ils sont plutôt remplacés par des chaînes de fast-food. Mais ces Parisiens de 75 étaient plutôt visionnaires. Voilà, moi ce que j'aime, c'est le petit café croissant sur le zinc dans le bistrot. Journal. Parfait. Voilà, pour l'actualité de cette semaine. Alors que s'est-il passé à cette même période de l'année par le passé? Pour le savoir, regardez le zapping de l'inattendu. Bonjour. Aurions-nous si vite oublié comment naît cet abandon du pouvoir laissé aux forts avec leurs crimes et leurs sinistres fins? L'ex-dissidente dirigeait la Birmanie depuis 2016 aux côtés des militaires. Ils viennent de l'arrêter. Notre pays était comme un oiseau. Il apprenait à voler. Mais là, l'armée nous a coupé les ailes. Un record pour le premier jour, 18 000 visiteurs, alors qu'on n'en attendait que 8 000. À 15 h, 7 000 personnes faisaient la queue pour entrer. La bibliothèque a été envahie par des lecteurs, le musée national d'art moderne pris d'assaut. À Paris ce matin, on ne se culpabilise pas de quitter son poste pour la pause clope.
On ne perd pas plus de temps que les non-fumeurs qui glandent devant leur écran. Hein. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse et surtout un retour à des tendances jusque-là un peu oubliées, c'est-à-dire la simplicité, le naturel, la souplesse. Des jeux dont l'organisation atteint le gigantesque. Jamais, je pense, en tout cas jamais c'est certain, en ce qui concerne les jeux d'hiver, l'on a relevé autant de faste, autant de grandiose dans l'organisation. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Chaque semaine jusqu'à l'élection présidentielle, l'inattendu va décrypter la campagne et les thèmes abordés par les candidats en remontant le temps grâce aux archives de la télévision. Alors à 2 mois du premier tour, on va s'intéresser aujourd'hui au vote des jeunes, Camille. Oui, au vote des jeunes et surtout à la manière dont les partis tentent de les inciter à voter parce que les jeunes, c'est une belle part du gâteau pour les candidats à l'Élysée. Il faut les séduire. D'après le dernier sondage Ipsos, 54% des 18-24 ans sont certains d'aller voter à la présidentielle. Ça veut dire donc, si on prend le chiffre à l'envers, que 46% des jeunes n'iront peut-être pas voter à cette élection présidentielle. Alors tout est bon pour les inciter à voter, et ce, depuis l'abaissement du droit de vote à 18 ans en 1974. Il serait très bon que les jeunes puissent amener un peu de fraîcheur dans la politique, un peu de sincérité. Juillet 1974, un vent de fraîcheur souffle en politique. Sous l'impulsion de Valéry Giscard d'Estaing, le droit de vote passe de 21 à 18 ans. On sent plus qu'on a un poids en fin de compte. On sait qu'aux prochaines élections, on va voter. C'est impressionnant ou ça fait plaisir? Ça fait plaisir. À mon avis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais la crainte des partis politiques, c'est l'abstention des jeunes. Or, ils sont 2,5 millions à voter pour la première fois à une élection présidentielle en 1981. Alors, il faut les éduquer à la politique. Les jeunes giscardiens lancent les universités d'été. Dites-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis là parce que c'est la fête des jeunes giscardiens et que je suis une jeune giscardienne. Valéry Giscard d'Estaing nous a apporté un grand renouveau dans la politique et tous les jeunes, je pense, se reconnaissent en lui. Alors non, pas tous les jeunes. D'autres sont à la fête de l'UMA où se montre le candidat communiste Georges Marchais. Jacques Chirac, lui, a ses comités de jeunes dans les universités, les lycées, où d'ailleurs certains débutent leur carrière politique. Qu'attendez-vous de Jacques Chirac? Écoutez, les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Qu'il sache parler le langage de l'ambition et de l'espoir. Mais c'est François Mitterrand qui gagne l'élection de 1981, avec notamment la voix des jeunes. Un électorat qu'il veut conserver pour la présidentielle de 1988. Alors il dégaine son Monsieur Jeune. Comment ça va? Ça va très bien. La vie est belle. Jack Lang, il sillonne la France, rencontre les jeunes avec un message qu'il martèle à qui veut bien l'entendre. Si vous connaissez des jeunes, voilà, n'oubliez pas qu'il faut qu'ils s'inscrivent avant le 31 décembre. D'accord. Les politiques tentent tout pour séduire les jeunes, vraiment tout. Jacques Chirac a bien changé. Branché, rajeuni, groupie de Madonna, il multiplie les interviews en destination des jeunes. Podium, Énergie, la radio des teenagers. En 1997, l'inscription des jeunes sur les listes électorales devient automatique. Mais ça n'empêche pas l'abstention. Il y a 20 ans, à la présidentielle de 2002, 40% d'entre eux n'ont pas voté. Et l'extrême droite, qualifiée au premier tour, a été un électrochoc pour une partie de la jeunesse. Jusqu'à un certain 21 avril, il ne fallait surtout pas parler de politique aux jeunes. À 21 ans, je n'avais pas encore pris conscience. Je pense que la politique est primordiale pour le pays. C'était aussi de la fainéantise, je pense. Aller me déplacer pour aller m'inscrire sur les listes. J'ai autre chose à faire. Il y a les études. Et là, j'ai vraiment pris une grosse claque dimanche dernier. Une claque qui donne envie à certains jeunes de s'engager politiquement. Depuis les années 2000, les arènes politiques se sont déplacées sur Internet et les réseaux sociaux, là où justement sont les jeunes. L'Élysée multiplie les canaux de diffusion, y compris sur des réseaux sociaux très prisés des plus jeunes, Snapchat et même TikTok. Les 18-24 ans, un électorat très courtisé, mais qui, au second tour de l'élection présidentielle de 2017, s'est encore abstenu à 34%.
34% d'abstention chez les jeunes, c'était le record, toutes catégories confondues dans la société en 2017. Aujourd'hui, pour l'élection, certains candidats y vont de leurs petites propositions, comme Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon, qui proposent d'abaisser encore l'âge de vote à 16 ans. Tout est bon donc pour séduire cet électorat des 18-24 ans. Alors on peut peut-être rappeler que si l'inscription sur les listes est automatique, vous avez jusqu'au 4 mars pour vérifier que vous êtes bien inscrit, en tout cas au bon endroit pour pouvoir voter. Alors nos jeunes, ils sont abstentionnistes, mais ils ne sont pas dépolitisés pour autant. Absolument, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On les voit, ils manifestent, ils sont dans la rue. Et puis, il y a une nouvelle application qui a vu le jour il y a quelques semaines et qui rencontre un certain succès. Ça s'appelle Élysée. Elle a été lancée par des étudiants en école de commerce. Et la presse en parle comme d'un Tinder de la politique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, c'est une application de rencontre. Eh bien, Élysée vous propose suite à un petit questionnaire, de rencontrer un peu votre alter ego politique, de trouver pour vous le candidat pour qui voter à cette élection. Ah ben c'est pratique, on va essayer. Ça marche peut-être mieux que Tinder. Voilà, et la semaine prochaine, on s'intéressera à un nouveau thème de campagne développé par les candidats. Vendredi, à Pékin, la flamme olympique s'embrasera dans la capitale chinoise. Un début de la 24e édition des Jeux d'hiver. Que laissent les Jeux aux villes qui les accueillent? Un héritage unique et parfois un petit peu lourd à porter. Bonjour Marie Barsac. Alors vous êtes responsable du projet Impact et Héritage Paris 2024. L'héritage des Jeux, c'est votre dossier. Concrètement, qu'appelle-t-on héritage? Héritage, en général, c'est tout ce qu'on laisse après. Donc ce sont évidemment les infrastructures qui sont laissées à la ville qui organise les Jeux, et souvent des infrastructures sportives. Alors quelle est la promesse de Pékin dont les Jeux d'hiver débutent cette semaine sur ce sujet si important? Alors c'est à la fois de pouvoir réutiliser des équipements qui ont été construits pour Pékin 2008, souvenez-vous, les Jeux étaient à Pékin en 2008. Déjà. Et puis c'est aussi de développer une offre sport d'hiver pour bien la classe moyenne chinoise qui est si nombreuse. Cette notion de recyclage, elle est assez récente au final dans l'histoire des Jeux. Moi je suis la caution archives, donc je vais vous montrer plein d'archives. Prenons l'exemple des JO de Grenoble en 1968, on voit les images de la cérémonie d'ouverture. Alors c'est toute une ville qui avait été modifiée pour l'occasion, des axes routiers, un hôtel de ville, un aéroport, un hôpital, toute une ville restructurée en à peine 2 ans et demi, c'est énorme. C'était la volonté de l'État de changer Grenoble et toute sa région. Et 15 ans après, le bilan était plutôt mitigé. Depuis 15 ans, Grenoble dispose de tous les équipements sophistiqués, sociaux, culturels et sportifs. Monsieur le maire, si vous deviez recommencer l'expérience des Jeux Olympiques en 1982, est-ce que vous le feriez honnêtement? Honnêtement, je ne recommencerai pas. Est-ce que Grenoble ressent encore le fardeau des Jeux Olympiques 15 ans après? Il reste, bien entendu, à payer encore des emprunts. Mais honnêtement, nous aurions dû, au fil des ans, faire ce qui était fait en 2 ans et demi. Et donc, le fardeau serait encore plus lourd. Donc on le voit, un mitigé, en même temps il ne le referait pas, mais en même temps il reconnaît que ça a été un accélérateur de projet. Donc en 1968, l'État mettait la main à la poche presque sans compter. Et une fois la quinzaine des JO passée, il restait quand même des dettes à la ville, aux collectivités, mais surtout à la ville de Grenoble. Les Grenoblois ont remboursé jusqu'en 1995 les dettes des JO de 1968. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne et est-ce que ça en vaut la peine? Alors aujourd'hui, pour Paris 2024, ce n'est pas du tout le même modèle. D'abord, financièrement, les Jeux financent les Jeux. 97% de notre budget, qui est de 3,8 milliards, est financé par des acteurs privés, avec les droits télé, mais aussi la billetterie et puis le sponsoring, les partenaires français qui s'embarquent dans l'aventure olympique et paralympique. Donc ça, déjà, c'est important de le dire. Et puis deuxièmement, le modèle, le concept s'appuie énormément sur de l'existant. 95% des sites qui vont accueillir les compétitions existent ou vont être temporaires. On va utiliser Paris, le Grand Palais éphémère, le Champ de Mars, Château de Versailles. Bref, on va mettre la Seine, des équipements sportifs dans les sites culturels parisiens. On va créer ce choc un peu culture et sport, mais surtout, on va éviter de construire des équipements qui n'auraient pas d'utilité après les Jeux. Et qu'on appelle des éléphants blancs. J'ai découvert cette expression en préparant ce dossier. Par exemple, un éléphant blanc en France, bien connu, qui date de 1968, c'est le tremplin construit à Saint-Nizier pour les JO de Grenoble et qui existe encore aujourd'hui mais ne sert plus du tout. Quelques points noirs tout de même. Le tremplin de Saint-Nizier n'est utilisé qu'une seule fois par an et encore. Admirablement situé, il donne aux sauteurs l'impression de survoler Grenoble
mais cela fait 2 ans que l'on ne vole plus à Saint-Nizier. Est-ce qu'aujourd'hui, le Comité international olympique est plus soucieux, plus attentif sur ces structures, mais surtout sur leur avenir? Comment elles vont être utilisées après les JO? Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a produit un agenda 2020. Et cet agenda 2020 donne des recommandations pour toutes les villes qui candidatent. Et les recommandations, évidemment, sont en lien avec la lutte contre les éléphants blancs, comment les éviter au maximum, mais aussi comment engager la population pour qu'elle soutienne les Jeux, et comment aussi penser un modèle de jeu qui soit durable, respectueux de la planète. Alors malgré les garde-fous imposés par le CIO, il y a déjà eu par le passé des flops retentissants. Athènes, en 2004, avait laissé des sites à l'abandon, tout comme Rio en 2016. Oui, on a en mémoire ces images des stades laissés à l'abandon, des piscines vides et rouillées. Là, on voit, c'est à Athènes, c'était le circuit de canoë-kayak qui est vide, qui est rouillé. Pourtant, à Rio, il était prévu que des infrastructures soient recyclées, par exemple en école. Ça n'a pas été le cas. Rien n'a été recyclé. Écoutez, par exemple, le responsable héritage de Rio. En cyclisme sur piste, on n'avait qu'un seul coureur brésilien au JO. Mais désormais, nous avons la piste la plus rapide du monde. Et j'espère qu'on va pouvoir découvrir de nouveaux talents qui participeront aux prochains Jeux Olympiques. C'est tout l'objet de ces installations. Dans un rapport musclé, le procureur fédéral Mitidieri affirme aujourd'hui qu'il n'y avait pas de vrai plan d'héritage olympique pour Rio 2016. Et on exige qu'on se mette à pratiquer ce sport parce que maintenant, après avoir construit 2 vélodromes, il faut bien qu'on devienne champion de cyclisme sur piste. Est-ce que c'est ça l'exemple parfait d'un flop? C'est qu'on n'a pas étudié ce qui allait se passer après. Est-ce que vous, le dossier de Rio, par exemple, ou d'Athènes, c'est des choses que vous avez épluchées pour préparer Paris? Oui, bien sûr. On les a épluchées. On a passé du temps à comprendre ce qui avait moins bien marché. Le CIO aussi est très soucieux de ça. Vous l'évoquiez dans le sujet, le plan d'héritage de l'équipement n'a pas été pensé. Aujourd'hui, le CIO exige des comités d'organisation, donc nous, on doit le fournir, un plan après les Jeux, un business plan pour être sûr que l'équipement qu'on construit va bien avoir un modèle économique qui permettra à cet équipement de vivre après les Jeux. Donc ça, aujourd'hui, il y a des garde-fous proposés par le CIO et puis aussi par les comités d'organisation eux-mêmes qui veulent être responsables. C'est aussi, nous, un enjeu énorme de réputation par rapport, évidemment, à l'organisation des Jeux dans notre pays. Nous, on construit un seul équipement sportif. Donc déjà, par rapport aux éléphants blancs, Rio, ils en construisaient une douzaine. Donc pour une ville comme Rio, 12 équipements avec 12 plans d'héritage pour leur population, s'assurer qu'il y ait des championnats du monde qui viennent dans ces équipements. C'est faramineux. Alors, à la fin des Jeux, la flamme s'éteint, le CIO s'en va. Existe-t-il, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une sorte de SAV héritage olympique, c'est-à-dire que le CIO va bien vérifier que le stade qui devait devenir école va bien devenir école, ou que la piscine qui devait devenir piscine municipale va bien devenir piscine municipale. Le CIO fait ce SAV. Il a fait ce SAV aussi avec les Jeux en Corée, de Pyeongchang, puisque Pyeongchang a créé une fondation après les Jeux avec le soutien du CIO. Et à Rio, par exemple, ils font quoi, le SAV du CIO? Il y a des pays pour lesquels c'est un peu plus compliqué que d'autres. Voilà, donc il faut évidemment dire les choses. Mais quand c'est possible, le CIO accompagne les villes et puis les comités d'organisation. Alors les comités d'organisation, évidemment, ferment la porte quand même après les Jeux. Là, celui de Tokyo, justement, pour s'assurer que l'héritage soit bien au rendez-vous, il va continuer à vivre plus longtemps que d'habitude, au moins 1 an après les Jeux, puisqu'ils vont organiser un grand événement pour célébrer les 1 an des Jeux en septembre l'année prochaine. Alors, il n'y a pas que des ratés, hein. Heureusement, pour les JO, il y a aussi des réussites. On pense à Barcelone en 1992 ou Londres en 2012. Donc Barcelone qui avait réinventé complètement sa ville, la tournée vers la Méditerranée, ou Londres en 2012 qui a complètement métamorphosé un quartier et avait misé aussi sur des structures démontables. On regarde. Que vont devenir les installations olympiques pour éviter de tomber dans le piège des Olympiades précédentes, gouffre économique pour certaines villes organisatrices? Eh bien, les Britanniques ont anticipé l'après-jeu et ils ont construit leur site dans un esprit de recyclage. On a commencé dans l'heure qui a suivi la fin des matchs. Une bonne partie de la structure servira pour d'autres événements majeurs comme les Jeux de Sochi ou Rio. Utiliser des structures éphémères et donc réutilisables. C'était le pari de Londres 2012, faire des sites en kit. Grâce à ça, on épargne à la mairie de Londres des frais d'entretien inutiles pour un endroit qui ne serait plus utilisé. Est-ce que c'est ça la clé? C'est d'avoir des structures montables, démontables qu'on peut mettre dans des villes différentes, qu'on peut peut-être revendre aux éditions suivantes aussi?
Oui, c'est sûr. L'économie circulaire, aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure pour nous, pour l'aménagement des sites de compétition, mais pour tous les achats de Paris 2024, puisqu'on a un code d'achat, comment on achète. On pose des questions dans nos marchés quand on lance un appel d'offres, et la première question qu'on pose, c'est que faites-vous en matière d'économie circulaire? Et notre objectif, ce n'est pas forcément d'acheter du produit neuf, mais c'est aussi de pouvoir, nous, utiliser un produit qui a déjà été utilisé, et puis que ce produit soit recyclé après nous. Et récupérer les tribunes de Rio pour Paris 2024, par exemple, ou celles de Tokyo, qui sont encore plus récentes. Exactement. Alors, on verra si ça se fait sur les tribunes, mais en tout cas, ça se fait sur tous nos produits, en fait. C'est ça qui est intéressant. Sur notre mobilier, par exemple, on a emménagé l'année dernière dans un site en Seine-Saint-Denis. Tout notre mobilier est un mobilier de recyclage. Donc, c'est du mobilier qui a d'abord été construit sur des produits recyclés, mais en plus qui a déjà été utilisé par d'autres entreprises avant nous. Et pourquoi ne pas utiliser un site unique pour faire les Jeux Olympiques tous les 4 ans? Alors peut-être qu'on passe à côté de la magie des pays, parce que pour un pays, accueillir les Jeux, c'est une fierté incroyable. En tout cas, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette aventure, pour faire rêver tous les Français, apporter de la fierté, de l'émotion. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se construit à l'échelle d'un pays, peut-être, et pas forcément à l'échelle de la planète. Un lieu unique, pour ceux qui défendent cette proposition, ça permettrait aussi de réduire les coûts écologiques des Jeux. Souvenez-vous, par exemple, Sochi, en Russie, en 2014, ce sont les JO les plus chers de l'histoire, hein, tenez-vous bien, 36 milliards d'euros, et un désastre écologique. Ici, il y a 5 ans, il y avait une réserve naturelle, des marais, des oiseaux migrateurs et une plage connue des seuls initiés. Aujourd'hui bétonnée, la plage a perdu tout son cachet. Quant à la mer, elle est impropre à la baignade selon les normes internationales. Car les abords du parc olympique ont été abandonnés. Des décharges à ciel ouvert qui existent par dizaines. Ça laisse en voix. Oui, non, je repensais justement aux Jeux de Sochi. Ceux de Paris seront différents. Seront-ils verts ? Oui, on a une promesse à cet égard, 50% de réduction de l'empreinte carbone par rapport à Londres. Alors je vous le disais tout à l'heure, ces 50% sont possibles parce qu'on construit peu, parce que souvent la construction génère pas mal d'empreintes carbone, donc là on construit peu. Et puis on met en place un modèle d'achat différent avec un modèle d'économie circulaire. Tout ce qu'on fait, on le pense pour réduire au maximum notre empreinte carbone. Il y a une empreinte qu'on ne peut pas réduire, c'est le déplacement des spectateurs et des athlètes. Pour tout le reste, on se pose la question et on essaie de faire au mieux. Les constructions aussi, par exemple, du village, parce qu'il y a la construction de la piscine, vous avez parlé, mais il y a la construction d'un village. Voilà, il y a du village pour les athlètes. Qui a des conséquences quand même aujourd'hui ou futures sur le coût écologique. Alors, il est pensé vraiment comme un écoquartier, ce village, et il est d'abord, comme pour la piscine, pensé pour répondre à des attentes du territoire. La Seine-Saint-Denis est un territoire qui manque de logement, donc ce projet vient répondre à une problématique de logement. Donc on construit d'abord un quartier, un écoquartier d'ailleurs. On construit une crèche, une école, un collège, des commerces, des terrains de sport. Bref, c'est vraiment un quartier qui est pensé, et c'est la même logique pour le village des médias qui va être construit autour de Duny-le-Bourget également. Quel héritage vous tient le plus à cœur dans ces Jeux de Paris 2024 ? Alors l'héritage est matériel en fait, c'est celui sur lequel on travaille aussi beaucoup, qui est celui de faire une place plus forte au sport dans notre société, que les Français aient une autre perception du sport. On connaît les Français très férus de culture, et bien on aimerait bien qu'après 2024, ils soient férus de sport et qu'ils pratiquent beaucoup plus pour leur santé bien sûr, mais aussi pour leur bien-être et pour une meilleure cohésion nationale. On parlait de la Seine qui sera le théâtre de la cérémonie d'ouverture. Imaginez qu'on nage dans la Seine, ça peut être un héritage des Jeux de Paris. Oui, c'est vrai que c'était le cas en 1945. Regardez, on a retrouvé ces images et c'est à Paris même, dans la Seine. Alors c'est une promesse effectivement inattendue pour faire un pont avec votre émission. On y travaille, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur le sujet. C'est la nage à eau vive qui aura lieu dans la Seine. Il y a tout est réuni aujourd'hui pour s'assurer qu'en cas de conditions climatiques catastrophiques, on puisse le faire à une petite échelle de la Seine. Mais l'ambition, c'est vraiment de rendre la Seine baignable. Donc je vous donne rendez-vous en 2024 en maillot de bain. Avec plaisir. Et on vous retrouvera avec plaisir au bord de la Seine, Marie Barsac, responsable du projet Impact et Héritage pour les Jeux de Paris en 2024. Et merci à vous, Géraldine, de nous avoir fait revivre ces bons moments olympiques de l'histoire. On se quitte avec notre traditionnelle pépite et on va rester avec les Jeux Olympiques, les mascottes de
Pékin 2022 sont un petit panda et une lanterne. La lanterne est à droite. Big Duen Duen et Shui Ron Ron. Alors, saviez-vous que l'invention des mascottes pour les JO est française? Et oui, la première mascotte, c'était en 1968 aux Jeux de Grenoble. Regardez, cette mascotte s'appelait Chouss. Et Thierry, vous êtes resté pendant une quinzaine de jours à Mexico pour la semaine pré-olympique. Vous ne connaissez donc pas ce petit bonhomme. Savez-vous comment il s'appelle? Ah non, je ne sais pas du tout. Eh bien, il s'appelle Chouss. C'est moi qui vais tout. 10e Jeux Olympiques d'hiver, 1968. Voilà, j'adore Chouss. Marie, la mascotte Paris 2024? Oui, elle est dans les cartons, elle sortira en septembre. On peut savoir comment elle va s'appeler? Ah, pas encore. Son nom n'a même pas été choisi encore. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine sur le canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. Émission préparée avec les documentalistes Viviane Barny, Émilie Galtier. Merci à elle et merci à vous d'être là chaque semaine.